ignorez plus mes verres. On doit aussi jouer au chaud, non? Vous ignorez quoi? Non, je mettais parce que j'ai un peu l'œil qui me dérangeait sa couleur. Ok. Donc, tout ce que je demande, c'est de partager, de partager, de continuer de partager, de continuer de partager. Voilà. Non, j'ai mon œil qui coulait. Mais je ne peux pas faire le show, vous aussi. On vous a empêché que nous, on doit aussi faire le show. C'est quoi ça? C'est seulement combat, combat. Il n'y a pas que le combat. Hein. Il n'y a pas que le combat. On peut aussi jouer au show, non? Ok, nous allons commencer. Depuis un certain temps, vous aviez vu dans la toile les noms, et je salue Jumanto pour le travail qu'il a fait, qu'il a effectué, pour recenser les noms des gens qui qui continuent de torturer les chefs camerounais qui sont arrêtés en Bastille. Vous savez très bien que le régime de la torture est imposé au Cameroun par M. Paul Biya, qui a appris de ses maîtres, hein, la France, dans le but de réduire les Camerounais dans tout un silence et qui ne puissent plus exprimer leur opinion. Alors, depuis quelque temps, M. Paul Biya utilise la torture dans le but de réduire les Camerounais au silence et les empêcher d'exprimer leurs opinions. Et vous devez comprendre qu'il y a une autre dimension lorsqu'on torture et que vous voyez des vidéos qui circulent, c'est aussi l'objectif de cela, c'est de tuer toute virilité de ceux qui voudront aussi continuer à manifester leur indignation contre ce régime. Donc ce sont des éléments, ce sont des exemples ou bien des illustrations qu'on vous présente dans le but de tuer votre indignation, de tuer votre mobilisation. Donc il utilise ce régime de torture dans le but de mater dans l'embryon toute virilité contestataire, pour empêcher les Camerounais qui ont compris aujourd'hui qu'après 38 ans, on ne peut plus continuer à être silencieux face à ce régime. Vous le savez très bien, nous avions supporté depuis 37 ans M. Biya. Pas parce qu'il était un féru de la politique, ou bien il était un grand stratège, ou bien un très bon président. Mais pour l'optique de la stabilité politique au Cameroun, parce que le Cameroun était guetté par des puissances, a été à l'origine de plusieurs déstabilisations. Les Camerounais se sont dit, nous n'allons pas permettre que les Occidentaux viennent prendre le Cameroun et écraser ce pays-là. Et pour cela, pour garder ce patrimoine qui est le Cameroun, qui nous est cher, nous sommes restés silencieux dans l'optique de préserver ce patrimoine. Mais ce n'était pas le but pour nous de cautionner la politique de M. Paul Biya. Mais vous le saviez très bien, le silence des Camerounais face à la politique de M. Paul Biya n'était pas pour nous de lui dire que nous sommes d'accord avec toi. Mais le problème, c'est que les Camerounais ont atteint une certaine maturité et se sont dit, mais nous ne voulons pas subir ce que la Libye, la Côte d'Ivoire et les autres pays aujourd'hui en train de la déstabilisation occidentale puissent le subir. Donc, nous pensons mettre sur pied des stratégies et des mécanismes qui pourront nous permettre aujourd'hui de sortir de cette lorgnette de déstabilisation des Occidentaux qui ont pour seul intérêt de guetter nos ressources et nos humains. Et là, ils sont prêts à organiser tous les massacres qui s'en vont. Et nous avons cru que le président de M. Paul Biya, de par sa maturité politique et de par son ancienneté, pouvait donc trouver des stratégies dans le but de contourner la pression occidentale et même les vérités impérialistes que ceux-ci ont pour libérer finalement le peuple camerounais et la sous-région. Bon, on s'est rendu compte que M. Biya a utilisé la contestation du peuple camerounais et le refus catégorique du peuple camerounais contre la France. Parce que vous savez très bien, le premier ennemi de toutes ces régions du Cameroun aujourd'hui, c'est la France, qui lui a ses intérêts, a ses intérêts au Cameroun et ne veut pas un seul instant perdre le Cameroun. Parce que le Cameroun, de par sa position géographique, stratégique, est un pays très intéressant. Donc si nous avons le Cameroun, nous aurions tout le reste des régions qui sont tout autour. Et M. Paul Biya, dans cette logique, nous avons engagé une lutte de libération, mais le monsieur a utilisé le rapport de force que nous avions apporté dans le but de négocier sa survivance politique. Et en négociant dans sa survivance politique, il s'agit de l'élection 2018, où la plupart, quand vous avez les Américains qui lui ont très bien dit d'organiser une élection libre et transparente,
et où il pourra laisser tranquillement le candidat que les Camerounais auront choisi de pouvoir gérer le Cameroun et cette transition, afin que lui ne soit embarrassé. Et que lui, M. Paul Biya, devait avoir une sortie honorable. Et ça permettrait que non seulement le Cameroun, mais aussi toute la sous-région soit dans une stabilité véritable. Mais ce n'était pas le calcul de M. Paul Biya. Parce que M. Paul Biya pense que le Cameroun est pour lui son patrimoine et sa famille. Donc, aucun Camerounais n'a le droit de mettre le regard dans ce gâteau, dans ce patrimoine de M. Paul Biya. Parce que pour lui, il n'a que participé à spolier les richesses de ce pays pour satisfaire les désirs de sa famille et aussi de ses petits copains autour. Voilà comment ils ont géré le Cameroun depuis plus de 38 ans. Les Camerounais ne sont pas fiers de ce qu'ils sont. Vous n'aviez pas d'eau, vous n'avez pas d'électricité, vous ne pouvez pas vous guérir, vous ne pouvez même pas. Nous avons, je tiens à vous rappeler, nous avons 425 sites touristiques non viabilisables. Le Cameroun pouvait être une destination touristique alléchante, mais c'est impossible. Alors qu'on sait très bien que ceux de l'Afrique, du SADC, de l'Afrique australe, ne vivent prioritairement. La première force économique de ces pays-là est basée sur le tourisme. Le Cameroun devait être une destination alléchante parce que lorsque vous voyez le Cameroun, de par sa configuration géographique, vous pouvez être scandalisé. Lorsque vous arrivez au nord, au sud, au centre, à l'ouest, à l'est, c'est vraiment sa géologie qu'elle vous présente est alléchante et on pourrait faire de ça un espace viabilisable dans le but de vivre seulement du tourisme. Mais ce n'est pas ce qui est fait aujourd'hui. On a passé le temps à dilapider les richesses de ce pays, à vendre tous ces terres aux étrangers, sans toutefois se rassurer. Mais si on est président de la République, on l'est parce qu'on a un peuple qui soit derrière. Mais je tiens à rappeler qu'il faut qu'on dise à M. Paul Biya que le Cameroun est quand même le jardin que nos aïeux ont longtemps cultivé. Donc c'est un patrimoine qui nous appartient à nous tous. Monsieur Biya est juste co-héritier et que nous avons laissé qu'il administre les biens de ce pays, mais dans le but de nous rendre compte, parce que celui qui administre un bien est celui-là qui devra rendre compte à ceux qui l'administrent tout le temps. Et c'est ça qui crée une société de confiance. Mais pour le cas du Cameroun, ce n'est pas ce que nous remarquons, c'est pas ce que nous voyons. On remarque que ce pays est géré à la je m'en foutisme. Donc, c'est-à-dire, M. Paul Biya, ça cramponne des Camerounais comme sa première paire de sandales. Vous pouvez mourir, vous pouvez crever de faim, il s'en fout pas mal. Vous pouvez avoir des accidents, il ne s'intéresse pas. La preuve en est que l'accident des écarts qu'on a vécu, M. Paul Biya n'était pas près des Camerounais, il était à l'extérieur. Il a fallu des coups de fil que les autres présidents lui disent, mais tu as le train qui a déraillé dans ton pays, mais tu n'es pas là. Donc, il était obligé, sous le conseil des autres présidents, de se déplacer pour arriver au pays. Donc, vous pouvez comprendre à quel niveau ce monsieur se moque des Camerounais. Les Camerounais ne sont plus fiers d'être dans ce pays aujourd'hui. Quand vous êtes au Cameroun, vous vivez comme des clandestins. Pourquoi? Parce que le Cameroun, qu'on le veut ou pas, appartient à un groupuscule d'individus qui font la loi, qui nous impose le vécu de ce que nous devons subir. Donc, c'est eux qui imposent la loi, c'est eux qui imposent les règles, et si vous ne vous soumettez pas à ces règles-là, vous êtes simplement embastillé, torturé, ou bien même voire être assassiné. Vous ne deviez pas balader les raisons de votre lumière dans l'obscurité sacrée de la politique de M. Paul Biya. C'est de ça qu'il est question. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on vit ces moments aussi difficiles, un pays qui est tellement fier, qui donne même des leçons de démocratie, en fait, qui donne des leçons, parce que ce Cameroun, sur le plan public, sur le capital public, le capital humain, nous sommes tellement de donner de leçons à d'autres nations, mais au sein du Cameroun, on n'arrive vraiment pas à remettre ces théories ou bien ces éléments en application. Alors, on ne peut plus continuer parce que nous, qui sommes aujourd'hui peut-être à l'extérieur, le Cameroun ne fait plus notre fierté. Le Cameroun est devenu une insulte. Le Cameroun n'est plus valorisé de temps sur toutes les disciplines. Le Cameroun est le pays aujourd'hui. Lorsque vous dites que vous êtes Camerounais, vraiment il faut réfléchir par 1000 fois avant de dire à votre interlocuteur ou bien la connaissance que vous aviez avec, ou bien l'étranger que vous aviez en face de vous. Pourquoi? Parce que les Camerounais sont aujourd'hui en une autre connotation. C'est des gros bluffeurs, c'est des gens qui racontent n'importe quoi, c'est des gens qui sont toujours prêts à critiquer les autres États, les autres nations, mais chez eux, ils n'en font jamais rien. On ne peut pas comprendre que dans ce pays, vous aviez un grabataire qui a fait plus de 38 ans et personne ne s'en indigne. Mais nous sommes les meilleurs à donner les leçons de démocratie à d'autres pays. Nous sommes les meilleurs à donner les notions, les cours
de droits de l'homme à d'autres pays. Mais chez nous, on ne peut pas l'appliquer. Alors, dans cette démarche, il y a donc un groupuscule d'individus, aujourd'hui, qui tiennent à main ce pays, qui gèrent de faire de manière, avec de main de fer ce pays, et qui veut empêcher les gens de s'indigner et de manifester leur frustration face à cela. Mais vous savez, moi j'y crois qu'à un moment, chaque chose a une fin. Et M. Paul Biya ne veut pas comprendre qu'aujourd'hui, la fin a sonné. Et il a en face de lui une génération d'hommes camerounais qui pensent qu'il y a un temps pour s'asseoir, pour éduquer, pour écouter et pour subir. Mais il y a un temps où on peut s'indigner et se lever, peut dire, nous n'en voulons pas. Vous ne pouvez pas imaginer lorsqu'on se met ici, lorsqu'on cause avec des jeunes d'autres pays qui sont très avancés, de manière culturelle, de manière intellectuelle, de tous les domaines, et que vous n'arrivez pas à produire. Des jeunes qui se mettent chaque jour où la jeunesse aujourd'hui est une priorité dans certains États. On le voit dans le cas du Rwanda. On voit avec le président rwandais Paul Kagame, même si on peut avoir de retenue envers sa politique dans la sous-région. Mais voyez ce monsieur, pour le développement de son pays, il met la jeunesse au centre de toutes les décisions politiques, au centre de toutes les orientations de développement, parce qu'il a compris qu'il fallait miser sur la jeunesse. Allez voir au Japon, on mise sur la jeunesse. Allez voir dans tous les grands pays, c'est sur la jeunesse qu'on vit. Mais quand vous venez au Cameroun, la jeunesse n'est que ces escaliers, n'est qu'aujourd'hui cette échelle qu'on utilise comme passerelle d'accès à un poste de nomination ou bien une promotion politique. Mais c'est aberrant et c'est une insulte. Vous avez une jeunesse aujourd'hui qui comprennent, qui ont compris les meilleurs de la politique, qui donnent de leur expertise dans d'autres nations, qui sont sollicités pour débattre sur des questions importantes ici dans le monde. Mais dans leur pays, on ne peut pas consulter cette jeunesse de pouvoir produire, donner une production intellectuelle dans le but de faire avancer ce peuple. Pourquoi? Parce que ce sont des jeunes qui ne sont pas prêts à se soumettre. Ce sont des jeunes qui n'acceptent pas entrer dans des complicités, dans des complicités politiques, ou bien de farder la vérité dans le but de satisfaire les déshydratants ou bien les humeurs d'un certain groupuscule qui tiennent depuis 38 ans ce régime-là. Mais on ne peut plus continuer. Donc, M. Biya, que vous le voulez ou pas, vous avez fabriqué une bombe contre vous. Vous avez fabriqué cette jeunesse aujourd'hui qui en dit non, on n'en peut plus. Parce que c'est vous qui nous aviez poussé à l'exil, sans qu'on le veuille. Où est ce pays où on n'est pas fier de l'être? Quand vous prenez votre téléphone, chaque ami que vous appelez au pays, chacun vous dit, Mola, je ne vais pas bien, moi j'ai envie de sortir, je vais prendre la route pour me retrouver. C'est de ça que vous aviez réduit à la jeunesse, parce que la jeunesse camerounaise aujourd'hui se dit que l'Eldorado c'est dehors, l'Eldorado c'est de l'autre côté. Mais veuillez voir comment nous on vit ici. Vous croyez que c'est toute la fierté? C'est dans toute la dignité humaine que nous sommes en train de ce que nous vivons ici? Mais non, ça n'a rien, notre dignité même est froissée. On n'est pas respecté, parce que vous nous aviez contraints à l'exil. Pourquoi? Vous puisez toute la richesse, tout le gâteau national, vous le partagez avec les Occidentaux, parce que c'est de ça qu'il est question, tout en vous moquant de cette jeunesse-là. Mais nous ne pouvons pas, parce que nous sommes dans un combat de la justice sociale. Et quand je parle de combat de la justice sociale, il faut balayer cette vision dans laquelle vous expliquez aux Camerounais qu'il s'agit d'un groupuscule ou bien une identité, une tribu qui veut s'attaquer au Boulou. Il ne s'agit pas de la guerre des Bamileke contre des Boulous, ou bien des Bamileke contre des Bassa, ou bien des Bamileke contre des nordistes, ou bien des nordistes contre des Yaoundés. Non. Il s'agit ici d'une lutte pour la justice sociale. C'est de ça qu'il est question, monsieur Biya. Et la lutte pour la justice sociale aujourd'hui, c'est que, durant 38 ans, vous n'aviez pas créé des cadres qui peuvent aider les Camerounais à pouvoir s'affirmer, à pouvoir être fiers de ce qu'ils sont. Allez regarder les routes. Les routes sont devenues accidentogènes. Chaque jour, il n'y a pas des politiques d'entretien de cette route. Toutes les sous que vous donnez pour ce sont des sous de dépannages ponctuels à vos amis, dans le but de distraire les fonds. Et quand on s'en indigne, vous aviez des ministres qui viennent faire un semblant ou bien un zamalek dans le but de faire comprendre aux gens qui sont au centre des orientations, des occupations, des frustrations des peuples, alors que c'est faux. C'est une organisation que vous aviez mis, monsieur Biya. Vous saviez très bien que ça fonctionne. Quand il y a des marchés, vous aviez votre pourcentage dans ces marchés-là et vous fermez les yeux. Vous vous en moquez de ce peuple-là. Vous ne respectez pas. Pas d'eau, pas d'électricité. Et c'est à ce peuple que vous demandez de leur soutenir aujourd'hui, que le Cameroun aujourd'hui, oui, on veut déstabiliser le Cameroun. De quelle déstabilisation vous voulez nous enseigner? De quelle déstabilisation voulez-vous parler? Alors qu'on sait très bien que c'est les mêmes, ces Occidentaux, c'est avec eux que vous coalisez aujourd'hui. La guerre dans le Nozo, pourquoi c'est pas parlé?
Pourquoi cette guerre est restée si silencieuse? Parce que vous achetez tous les couloirs diplomatiques, vous versez de l'argent dans le but que les Occidentaux ne puissent pas mettre le regard dans cette guerre-là. La guerre là n'est pas avancée aujourd'hui, alors qu'il y a un génocide qui se pose aujourd'hui dans le nord-ouest et le sud-ouest. Nos frères sont en train de mourir. On dénombre aujourd'hui pas les chiffres que les gens donnent là, parce que ces chiffres même ils ont très peur. Nous sommes aujourd'hui à plus de 3000 morts depuis le 2016 dans la guerre de Nozo. À 538 000 personnes déplacées à cause d'une guerre que vous aviez imposée aux Camerounais. Or, ces peuples du nord-ouest et du sud-ouest, c'est parce qu'ils ont osé dire que votre gouvernance, votre système de gouvernance n'est pas un système qui remet, qui permet, qui promeut le vivre ensemble, qui participe à l'intégration. C'est un système qui permet de dilapider les autres, des ressources et manger avec votre groupe, mais empêcher les autres d'en jouir. Alors que ce peuple demande juste le minimum. Il demande d'aller à l'école tranquillement. Il demande d'avoir des soins aussi gratuitement. Il demande d'être considéré dans le gâteau national. Mais vous ne le faites pas. Vous prenez l'argent des hydrocarbures, alors qu'on sait très bien que le pétrole vient dans le sud-ouest. Mais cet argent, qu'est-ce que vous faites? Au lieu de prendre cet argent pour la construction des routes, ou bien cet argent, parce que vous savez très bien que la société d'électricité, parce qu'il y a aussi des intellectuels très malhonnêtes, parce que j'ai écouté dans les réseaux, des gens qui accusent Eneo. Oui, même si on peut accuser qu'Eneo peut avoir sa part de responsabilité, mais je pense que ce n'est pas une analyse objective. Parce que lorsqu'on veut avoir une analyse objective pour la situation des délestages au Cameroun, il faut questionner la profondeur ou bien mettre sur pied, mettre sur la table de discussion quels sont les éléments qui font en sorte qu'aujourd'hui on n'arrive pas à avoir de l'électricité. Parce que c'est très facile de condamner la société qui est dans la distribution ou bien dans le transport, mais sans toutefois questionner ceux qui produisent. Est-ce que l'État remplit ses obligations dans le ravitaillement de l'essence ou bien dans la production? Non, c'est pas fait. Monsieur Paul Biya prend de l'argent. Vous savez combien, quand il organise son voyage, c'est plus d'1 milliard. Hein? Et qu'est-ce qui paye ça? C'est la Société nationale des hydrocarbures qui donne ces chèques-là pour le déplacement. Voilà, il est venu ici en Suisse, mais vous savez qui a payé les frais? Mais c'est la Société nationale des hydrocarbures qui a donné cet argent à M. Biya. Or, cet argent pouvait aider pour le ravitaillement, pour la production du gasoil, pour ravitailler les centres techniques pour la production de l'électricité. Mais lorsqu'ils n'en ont pas leur engagement, comment vous voulez donc accuser ceux qui sont en charge du transport et ceux qui sont en charge à la distribution? Donc je pense que c'est malhonnête ceux qui ont ce genre d'explication et ceux qui ont ce genre d'analyse. Il faut faire des analyses un peu sérieuses et objectives. C'est de ça qu'il est question. Donc c'est l'État qui ne veut pas assurer son engagement. Monsieur Biya dilapide les biens de ce pays-là. Il s'en moque royalement. Voilà Yaoundé qui est aujourd'hui sans électricité. Tous les quartiers, plus de 24 quartiers sont sans électricité. Et vous dites que c'est Eneo qui en est la cause. Oui, je veux être d'accord qu'on doit accuser Eneo. Mais regardez quand même ce que les autres sont en train de faire. Est-ce que l'État honore ses engagements? Parce que c'est lui qui est en charge de la production. Et je vous l'ai dit, pour l'électricité au Cameroun, vous aviez 3 secteurs qu'on doit privilégier. Vous avez la production, vous avez le transport et vous aviez la distribution. Mais vous ne pouvez pas attaquer celui qui n'a pas distribué. Allez regarder. Est-ce que dans cette échelle-là, celui qui doit d'abord au niveau de la production, l'État a honoré ses engagements, mais il n'a pas honoré. Mais nous sommes dans un pays où le potentiel énergétique est de 20 000 mégawatts, tant sur le plan hydraulique, sur le plan de la biomasse, etc. et toutes les autres ressources, éoliennes et voltaïques. C'est 20 000 mégawatts de potentiel, mais on n'arrive pas encore à utiliser 1500 mégawatts. Pourquoi? Parce que l'État ne produit rien. Ils ne mettent aucune infrastructure pour la production de l'énergie. Alors qu'on sait très bien que lorsqu'on veut parler d'une industrialisation dans un pays, c'est d'abord par l'énergie. Mais ce n'est pas fait. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, est-ce que le problème des délestages, là, c'est aujourd'hui que ça existe? C'est depuis. Moi, quand j'étais tout petit, on parlait déjà de délestage. Mais c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui a manqué à ce pays? Je peux comprendre même qu'il y a des pressions. Il y a le rôle des externalités. Mais est-ce que c'est les externalités là qui vous empêchent de pouvoir poser de véritables développements de notre pays? Mais il faut que ça s'arrête. Voilà la raison de notre indignation. C'est que vous êtes devenu inapte au commandement. Vous ne gérez plus rien.
Toute votre mandature, ça va être du bluff et du mensonge. En 2000, on se rappelle, en 2004, vous aviez promis qu'il devrait y avoir des métros. N'importe quoi. Où est ça? Vous êtes allé de slogan en slogan. Vous n'avez jamais rien produit pour ce pays. Mais arrêtez de vous moquer des Camerounais. Les Camerounais méritent mieux que ça. Un pays qui est béni. Nous avons toutes les ressources dans ce pays. Si on prend seulement la forêt de l'ouest, de l'est, on prend seulement la zone de l'est là, seulement sans tout va toucher parce que les ressources de ce pays sont tellement diversifiées dans tous les départements ou bien les régions de ce pays là. Mais prenons le cas de l'est. Si on prend seulement le cas de l'est, vous croyez que le pays là ne serait pas développé? Le pays là ne serait pas avancé? Mais l'est est devenu la propriété exclusive de Chantal Biya et de Franck Biya. Et ils n'en subissent aucun développement. Même seulement les routes, ils n'en ont pas. Vous prenez tout le bois, vous vendez aux Européens, vous vendez aux Blancs. Mais la population même n'en joue pas. Aucune école n'est faite. Rien. Parce que votre politique, c'est toujours garder les gens dans l'obscurantisme. Oui, il ne faut pas le développement. Dans le but de vous permettre d'arracher toute cette richesse-là. Mais ça finit. Ça finira un jour. Et c'est pour ça que nous nous bataillons. Et nous sommes fiers de nous batailler parce que nous militons pour une justice sociale. Et quiconque lutte pour une justice sociale n'a rien à craindre. Votre vie, nos vies ne nous appartiennent plus. Parce que nous sommes du côté de la justice. On se levait ici parce que la question d'humanité, ce sont des questions qui nous portent à cœur. Ce sont des questions qui pour nous, nous sommes tellement fiers. Comment pouvez-vous célébrer, danser, jouir, alors qu'autour de vous, vous aviez une multitude qui est en train de mourir, qui ne peuvent même pas boire de l'eau potable, qui ne peuvent pas avoir d'électricité, qui ne peuvent pas se vêtir, qui ne peuvent pas aller s'éduquer. Comment on peut danser dans ces conditions? Comment on peut rester indifférent face à la misère des Camerounais? Mais il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. C'est de ça qu'il est question. C'est quoi cette histoire? Vous croyez que les Camerounais sont résumés seulement à ça? C'est à ça que vous voulez réduire ce peuple-là, qui en est fier? Et lorsqu'on se lève pour s'indigner, oui, vous créez juste des concepts, oui, ce sont des tribalistes, oui, c'est que c'est des Bamlékés qui veulent empêcher les Owondos ou bien les Boulos d'être au pouvoir, n'importe quoi. Des gros merdiers comme vous. Parce que vous n'aviez aucune inventivité politique. Nous, sur ce terrain-là, on vous a apporté tous les arguments. On a débattu. On vous a prouvé avec preuve que notre lutte avait une cohérence. Elle ne recherchait pas à imposer quelqu'un à la tête de ce régime. On s'est toujours battu pour que le Cameroun soit dans une stabilité incroyable. Soit une référence sur le plan continental et même mondial. Mais on a des bouillons à la tête de ce pays. Ce pays en veut mieux. Monsieur Biya, ce pays en veut mieux. Vous aviez fait pour vous, il faut dégager. Quel est ce pays? Vous aviez des dirigeants qui ne peuvent pas être un miroir pour nous, qui ne peuvent pas être des modèles? Je dois aller chercher des modèles ailleurs? Mais criez le rêve aux jeunes. De par votre exemplarité de vie. Mais criez le désir. Quand on vous voit, on pense à devenir à vous. Quel est l'Américain qui ne voudrait pas devenir Barack Obama? Criez, suscitez le rêve. Quel est le Rwandais qui ne veut pas devenir Paul Kagame? Quel est l'Africain du Sud qui ne devait pas ressembler à Mandela? Quel est le Ghanéen qui ne veut pas ressembler à Julius Rolu ou bien Nana Akufo? Quel est l'Ivoirien qui n'aimerait pas être comme Laurent Gbagbo? Mais soyez des modèles pour cette jeunesse. Soyez un référentiel dans ce combat pour la libération de nos peuples. Il faut que ça s'arrête là. Vous empêchez les Camerounais d'exprimer ce qu'ils pensent être juste. Pour eux, on ne doit pas critiquer. Or, vous savez très bien que
le débat politique, la contradiction politique, c'est celle-là qui participe même à la redynamisation d'une société. Et tant que la contradiction politique va cesser, on ne peut plus parler de démocratie. On ne pourra plus parler. La société va stagner. Et quand je parle de stagnation, c'est le dépérissement de l'État. Donc pour avoir une société de challenge, il faut accepter la diversité d'opinions. C'est très important. Et c'est ce que le professeur Maurice Kamto a fait. Vous voulez tuer ce monsieur parce qu'il vous a dit, lui qui a parcouru tout le système international, on ne peut plus continuer comme ça. Les Camerounais méritent mieux que ça. Il faut cesser. Plus de 38 ans de roubladise, d'imposture, de forfaiture. Il faut que ça cesse. Donnez autre chose aux Camerounais. Ils en méritent mieux. Et ce monsieur est investi. Il s'est dit, cette mission, je vais tenir. Même quand ça a été difficile, que beaucoup comprennent la vision de ce monsieur. On l'a éclaboussé. On l'a humilié. On l'a insulté. On l'a tagué de tous les noms. Mais il est resté égal à lui-même. Serein. Contre vents et marées. Dans une construction politique idéale pour le peuple camerounais. Il souffre dans sa chair parce qu'il veut voir un Cameroun nouveau. Et tous les moyens que ce monsieur utilise, c'est pour ça que nous le saluons. Nous saluons le professeur Maurice Kamto. Des moyens pacifistes. Son langage ne finit jamais par le mot paix. Vous entrez dans les laboratoires, fabriquez des choses dans le but de l'inculper. Kamto veut déstabiliser le pays. Kamto cherche les armes pour renverser le pays. Kamto veut créer des coups d'État. Mais la cohérence de ce monsieur l'impose. Comme si ça ne suffisait pas. Vous dites c'est un tribaliste. Alors qu'autour de lui, ceux qui s'évertuent à travailler, non seulement parce qu'ils sont des compétents, il a recherché des gens qui ont une certaine compétence, mais il a aussi associé à la compétence la diversité ethnique. Est-ce que c'est pas ça? Valsore Bamleke. Pendekoka Bamleke. Maître Doki Bamleke. Bibi Moussa Bamleke. Le jeune Wilfried Kanga Bamleke. À la compétence, il a associé la diversité. Mamadou Mokhtar Bamleke. Dans le but de distraire les Camerounais, d'empêcher le peuple camerounais de retrouver son espoir en cet homme. Parce que dans toute bataille, dans toute lutte, il faut toujours un homme éclairé. Il faut toujours un homme qui se donnera en sacrifice, qui va créer l'insurrection en chacun de nous. Mais ça doit passer par un homme. Ceux qui parlent de Dieu, Dieu est esprit, non? Mais quand Dieu veut agir dans le monde matériel, il a besoin d'utiliser la matière. Donc il a fallu que cet homme puisse exister.
pour sauver le Cameroun. C'est une vérité mathématique. Il n'y a aucun homme politique qui a cette épaisseur comme Maurice Kamto affronter Paul Biya. Tous sont les Ndjoka. C'est pour ça qu'on veut le tuer. On veut tuer tous ceux qui le soutiennent. C'est l'homme, vous le voulez ou pas, c'est l'homme prédestiné qui devait affronter Paul Biya. Et il donne de la sueur à ce régime. Il est serein, hein? Il est serein. C'est la bataille. On a tout fait. Tout fait, tout organisé. Pour enlever, pour corrompre même ceux qui sont autour. Les Penda, les Paul King. Acheter, qui se taisent et lâcher. Mais Dieu s'est donné. La nature a fait des hommes exceptionnels pour ce combat. C'est pour ça que nous les soutenons. Nous sommes derrière eux. Et ils sont pour nous un miroir, un modèle. Lorsqu'on voit ces hommes déterminés, qui ne franchissent devant rien, même quand des centaines de millions sont proposés, ils disent niet. C'est le Cameroun qui nous intéresse, les Camerounais. Oui, quand vous avez de tels leaders, ça doit vous garder dans cette cohérence politique. On ne doit pas blaguer avec ces choses. Quand vous avez des hommes déterminés comme ça, il ne faut pas s'amuser. Vous croyez qu'ils sont en prison là? Qu'ils n'avaient pas toutes les propositions? Ils avaient toutes les propositions. Je dis bien, toutes les propositions en leur main pour liquider le Camerounais. Mais la différence entre les rentemplant politiques qui existent aujourd'hui au Cameroun là, qui sortent je ne sais d'où, c'est des gens qui croient à l'idéal, qui ont cru à un idéal, et c'est pour ça qu'ils meurent. Je salue l'artiste Valsero, qui a compris ces choses très tôt. En tant qu'artiste, j'ai la mission de ne pas entrer dans le jeu du fanatisme, mais d'utiliser mon art dans le but d'édifier les Camerounais, de leur donner les moyens et les méthodes de s'auto-libérer, même s'il faut au prix de ma vie que je me sacrifie, je vais le faire. Lui qui n'est pas Bamleke, je vous le rappelle. Lui qui peut être régné, peut-être même il est régné par les membres de sa famille, qui sont de cette région. Mais il préfère subir cette humiliation, ce rejet, dans le but de garder le cap. Ça doit être un enseignement fort pour nous. Regardez Mamadou Mota. Une tortue exceptionnelle. Un leader politique. C'est un vice-président d'un parti, qu'on le veut ou pas, qui a un rapport de force au Cameroun. Mamadou Mota n'est pas vice-président de n'importe quel parti. Pas vos histoires des rentemplants des partis politiques là. Regardez comment ce monsieur a été bastonné, torturé, humilié par rapport à ses opinions. Il pouvait rester dans son or, continuer dans son élevage, dans son agriculture. Mais il a refusé. Parce qu'il doit se donner pour ce pays. Ils sont en Bastille. Et nous, on vient s'amuser avec ces choses. On vient rigoler. C'est quoi cette histoire? Il faut que ça cesse. Paul Biya. Paul Biya, tu vas devoir tuer tous les Camerounais pour durer au pouvoir. Je dis, chaque jour qui passe au Cameroun, c'est une difficulté de plus qui augmente. C'est pour ça que je suis tellement optimiste que décembre-ci,
Non, il y a quelque chose qui va se faire. Au plus tard décembre. Ça peut être avant. Je suis tellement optimiste de ces choses que décembre 2019, si quelque chose va se faire dans ce pays. Parce que chaque jour qui se lève, c'est une nouvelle difficulté pour le Cameroun. Et les événements, vous au Cameroun là-bas, les événements vous feront engager la bataille. Nous, on va faire notre rôle. La construction de la masse critique, par la voie de la communication, et aussi la pression internationale. On va continuer notre rôle. Monsieur Biaké, tu utilises toute la diplomatie internationale. Verse l'argent des Camerounais. Liquide tous nos terres. Mais nous allons te mettre en difficulté, ils vont te lâcher. Qui était Mobutu? Va écouter Mobutu. Mobutu appelait même les Bouches mon frère jumeau. C'était ses frères jumeaux. Depuis qu'un noir et un blanc font frères jumeaux. Ah, les choses de la terre. Mais quand l'heure était arrivé de le liquider, ils n'ont pas liquidé. Vous vous amusez, hein? Dans le système international, il n'y a pas de fraternité, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'affection. C'est un jeu d'intérêt et c'est un problème de rapport de force. Ils savent très bien que ton peuple t'a lâché. Et ils savent très bien que ton peuple t'a lâché. Prends l'argent des Camerounais, continue à verser. Donne toute la diplomatie. Qu'il y ait une conspiration du silence sur le plan international. Mais ça ne va pas manquer à la détermination de ce peuple. Le Cameroun va toujours s'engager pour te mettre en difficulté. Partout où tu iras. Si tu aimais bien, on pouvait te garder en Suisse, non? Ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens. Ils pourraient te dire qu'ils ne nous écoutent pas, qu'ils vont te garder. Vous voyez que nous sommes naïfs. Hein? On maîtrise les méandres de la politique là aussi. On connaît comment ça fonctionne. On connaît là où il faut appuyer. C'est pas parce que tu verses les millions et des milliards, des centaines de milliards à la Suisse qui vont te protéger. Même comme on sait que tu es un citoyen d'honneur, pour Genève, on t'a donné les clés. Qu'au prix de ces centaines de millions, ils vont être embarrassés comme ça. Parce que lorsqu'un peuple est déterminé, lorsqu'un peuple comprend pourquoi il doit lutter, aucune âme ne peut l'empêcher. Et Genève était la démonstration du caractère extrémiste et radical du peuple camerounais qui avait décidé d'en découdre avec M. Paul Biya. S'il n'avait pas mis la barrière, on devait te cueillir à l'hôtel de Genève, à l'hôtel là. L'histoire de l'humanité devait retenir qu'un peuple a cueilli son président. Parce que même tes King Kong ne nous effraie pas. Tu effraies quelqu'un qui se considère comme cadavre? Comme quelqu'un qui se considère comme cadavre? Quelles sont les menaces que nous n'avons pas encore reçues? Vous menacez quelqu'un qui a compris la notion de la mort? Vous menacez quelqu'un qui comprend des choses que beaucoup même n'arrivent même pas à comprendre. Mais vous êtes fous. Nous sommes des initiés. Excusez-moi peut-être d'exagérer. Moi je dis très bien. Tous ceux qui sont sincères et qui ont une cohérence dans ce combat sont des initiés. Ce n'est pas eux qui font. Ils ont été sélectionnés pour mener ce combat. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas reculer. Aller utiliser tout l'appareil judiciaire français, ou bien que la France vous donne le droit de poursuite de vos concitoyens. Vous croyez que ça va nous empêcher de se mobiliser, de continuer à toucher l'ambassade là, quand il le faudra? Vous mentez. Il s'agit d'une lutte juste. Et obéir aux lois iniques ne répond plus aux besoins de l'humanité. On n'est plus dans l'humanité. Vous ne pouvez pas tailler des règles et des lois et vous nous imposez cela.
Je dis, hein, peuple camerounais, quand ça ne va pas, il faut une désobéissance impitoyable face à ces lois injustes. Il faut une désobéissance impitoyable face à ces lois injustes. Il ne faut pas blaguer avec ces questions. Moi, il y a quelqu'un qui m'a demandé, Tchumbu, si le régime de Biala arrivait à tomber, qu'est-ce que tu en penses? Quel est le statut de Paul Biya? Je ne parle même pas. Je ne veux pas parler de cette question. Ça révèle toujours de la stratégie. Donc personne ne peut empêcher cette nouvelle génération. Nous allons utiliser les moyens que nous avions en notre possession. Qu'elles soient nonchalantes ou pas. Nous allons utiliser les moyens pour continuer la résistance que nous avons en notre possession. On n'a pas le milliard. On n'en veut même pas. Pour sortir un peuple, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent. C'est d'abord la conviction. Si vous êtes d'abord convaincu, le reste viendra. Le reste viendra, ce sera une suite mathématique. Et c'est de ça qu'il est question. Vous voyez que les Camerounais qui se mobilisent à la diaspora là, est-ce qu'on leur donne l'argent de sortie? Des gens qui abandonnent leur famille, qui n'ont plus de vie, même au travail. Je rendais encore ce témoignage. Vous avez des gens qui sont en train de travailler. Chaque minute, qu'est-ce que les gars là disent encore? Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est scotché sur le Cameroun. Parce que ça fait mal. D'une manière ou d'une autre, nous subissons. Le rêve de toute famille aujourd'hui, c'est qu'au moins dans une famille, qu'on envoie quelqu'un en Europe. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Ces imbécilités-là, c'est quoi? Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Mais pour l'expression de nos opinions, vous savez donc les gens qui nous arrêtent, qui nous enferment, parce qu'on a osé critiquer ce qui ne marche pas. Je vais évoquer le cas de Sewe. On n'a pas parlé de ce jeune frère, Wilfried Sewe. Je ne le connais pas en tant que personnellement. C'est sur les réseaux que nous le découvrons aussi. Quand on nous parle on nous présente son cas, même en inbox, que les gens nous présentent son cas. Nous ne le connaissons pas comme un activiste de la base. Ceux du MRC disent aussi pareil. Mais ce monsieur a été embasté à l'aéroport au Cameroun parce que le seul crime de ce monsieur, c'est d'avoir dans son sac le livre du professeur Maurice Kamto, L'urgence de la pensée. Je ne savais pas qu'on interdisait de lire l'urgence de la pensée. Au Cameroun, c'était sous interdiction. On arrête ce monsieur sur la base des soupçons que comme il a le livre de l'urgence de la pensée, ça veut dire qu'il fait partie de ceux qui ont cassé la base, que ce soit en France ou en Allemagne. Voilà comment ce jeune homme est embastillé. Personne n'en parle. On a vu les images de torture. Ce gars, on ne peut plus le reconnaître. Il est devenu comme une vulgaire personnalité, donc comme quelqu'un qu'on a ramassé en route, comme un clochard. Wilfried Sewe. Parce que vous savez que la traque, l'arrestation des Camerounais là-bas, il y a la traque aux fascistes. Quand vous avez un nom en connotation bamléké, il y a une suspicion sur vous.
Ce gars, son nom, connotation Bamleke, on retrouve le livre L'urgence de la pensée dans son sac. Voilà donc les motifs, les griefs qui font l'objet de son arrestation aujourd'hui. Et que ce garçon est torturé. Écoutez, quand on voit ça, quand on regarde ça, et vous venez nous donner des leçons de paix, de politique, que la politique, écoutez, moi je dis, hein, très bien, à ceux qui me connaissent, nous les membres de la base, on n'agit pas sur un terrain politique. Non. Nous n'agissons plus sur un terrain politique. Peut-être votre terrain politique là, ça a des codes, hein, ça a des règles. Nous là, on agit sur la base de l'humanité. Ça veut dire quoi? Lorsque nous sentons qu'un Camerounais est menacé et en difficulté, subit une injustice, parce que c'est un être humain, nous ne pouvons pas rester indifférents, on agit. Et c'est ça qui nous radicalise. Donc vous continuez à torturer le gars là. Si vous ne libérez pas ce garçon, les jours qui viendront, nous allons mettre en difficulté. Je dis bien, nous allons mettre en difficulté tous ceux qui organisent ce massacre contre les citoyens camerounais. Et les citoyens camerounais. Ce monsieur n'a pas demandé à naître camerounais. Il ne savait pas comment ça s'est constitué de manière nucléaire pour qu'il vienne à l'existence en tant que Camerounais. Peut-être si on lui avait même demandé le choix, il ne serait jamais Camerounais. Mais la nature a disposé ainsi. Il doit être fier de jouir de sa camerounité. Et c'est pour ça qu'il se retrouve au Cameroun à côté de ses pères. Dans sa patrie, terre de mes ancêtres. Voilà les éléments. Sewe n'a pas la nationalité allemande parce qu'il le voulait. Je peux croire que c'est des opportunités qui ont saisi, qu'il a saisi pour exister en Europe. Il y a beaucoup qui prennent la nationalité pas parce qu'ils aiment cette nationalité ou bien sont dans le déni. Non, ils le prennent souvent à cause des conditions qu'on nous impose. Mais ça ne l'empêche pas de s'attacher à la terre de ses pères. De se dire qu'est-ce que je peux faire pour avancer mon pays. Et c'est dans ce cas que ce jeune homme, ceux où essaie de déplacer, il est venu au pays, terre de ses ancêtres, pays dont les ancêtres ont longtemps cultivé, ont longtemps travaillé, lutté, que ce soit ce que ce soit aujourd'hui. Un pays où on se rappelle que Douala Mangabel, ce monsieur qui avait cru au projet germanique, qui allait étudier en Allemagne, qui est revenu. Les Allemands ont voulu l'utiliser comme girouette politique. Il a dit non. J'ai cru au projet germanique. Mais c'est qu'en croyant en ce projet, c'était de faire profiter mon peuple du bien qu'il peut avoir à l'intérieur. Mais ce n'était pas réduire mon peuple en esclavage pour que vous en soyez les maîtres. Je ne crois pas en ce projet, moi, Douala Mangabel. C'est pour ça que le père, l'ancêtre, Douala Mangabel a décidé de mourir. Pas parce qu'il n'avait aucune opportunité. On lui a proposé toutes les concessions. On lui a proposé tout. Mais il a dit, je ne pourrai jamais me constituer en jurette politique dans le but de tuer le projet Cameroun. Je préfère mourir. Et quand Douala Mangabel est mort, l'histoire nous raconte, Amoura il a dit, vous n'aurez jamais ce pays. Une parole prophétique. Force. Cette parole avec une force.
Et c'est sous ces paroles que nous agissons aujourd'hui. Il a lutté. Et les Allemands ont mordu la poussière dans ce pays. Quand la France elle-même est venue, il y a des peuples qui ont dit à la France, ton projet de servitude, de vassalisation, ne pourra pas passer. Parce que nous sommes un peuple fort et fier de nous. On ne peut pas mettre un projet. Nous avons accepté parce qu'on croyait à un monde de donnant-donner. Mais si ce projet est dans le but de nous infantiliser, de nous rendre impropres, de nous ranger dans une petitesse culturelle, nous n'acceptons pas ce projet. C'est pour ça que la France a mordu la poussière dans des régions Bassa-Bamliké. Car nos ancêtres ont dit jamais. Et ils ont utilisé les armes non conventionnelles. Deltombe l'explique très bien du napalm à l'époque. Quand on utilise des armes non conventionnelles, ça veut dire que celui que tu attaques et que tu combats sur le plan militaire a été au-dessus de toi. C'est pour ça qu'il faut utiliser des armes non conventionnelles dans le but de le réduire. Ils ont décimé des villages. Ils ont tué nos parents. Et ça, nous n'allons jamais accepter que la France puisse penser que le Cameroun c'est son patrimoine. Parce que nos ancêtres, ceux qui nous ont précédés, nos parents, ont donné de leur vie pour que jamais on puisse nous réduire. Donc, monsieur Biya, comme toi, tu es une girouette, un rentemplant politique, pour liquider les Camerounais. Le sang de nos ancêtres parle en nous. Et tu vas libérer ce pays. Tu ne le vaux pas. Tu vas libérer ce pays. On n'est pas dans du bluff. On parle parce qu'en même temps on réfléchit sur des stratégies chaque jour. Tu as l'arme avec toi. Tu as la force de l'État. Mais à un moment, ça jouerait contre toi. Si c'était le cas, les plus grandes dictatures que la terre a connues seraient toujours au pouvoir. Mais c'est qu'il y a une fin à toute chose. Et nous allons enclencher cette fin. Et je dis bien, je le répète, il y a des gens qui me disent, non, je ne veux pas jouer au ridicule. Moi, je ne suis pas un prophète. C'est normal. Dans toute guerre, dans toute stratégie, on se donne une deadline. C'est normal. C'est comme ça. Et la deadline là, si ça passe, ça veut dire qu'on va aller à d'autres stratégies plus fortes. Mais décembre, ce monsieur, il faut que ce soit du passé. Et nous allons travailler à ça. Nous allons travailler à ça. Parce qu'il y a un chronogramme. Et je vous le dis très bien, chaque jour qui passe au Cameroun, c'est une journée difficile et délicate pour la suivi de notre nation. Chaque jour, ils ne peuvent plus construire un climat de stabilité, d'apaisement. Tous sont là, ils sont dans le qui-vive. Qu'est-ce qui va se passer demain? Qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça qu'ils n'ont plus le temps de s'orienter vers les questions de développement. Tout le problème, le projet politique qu'ils ont, la survivance politique de M. Paul Biya, comment on doit faire? Qui s'attaque à nous? On va arrêter qui demain? On va tuer qui demain? On va empoisonner qui? Voilà le projet politique de ceux qui nous gouvernent. Il n'y a plus de question de développement. C'est pour ça qu'il peut y avoir des délestages. Les routes sont devenues accidentogènes.
C'est pour ça que les Camerounais peuvent mourir. Parce que tout le gouvernement de Paul Biya. Vous n'avez pas vu avec un soi-disant ministre, vice-ministre de la justice, Momo, un ministre qui passe 24 heures sur Facebook. Oh mon Dieu. Alors qu'il y a des dossiers. Nos confrères, il y a des arrestations arbitraires au Cameroun. Ils ne se fondent pas sur des questions. Momo passe son temps à nous fustiger, à nous attaquer, à nous insulter, à nous invectiver. Alors qu'un ministre sérieux, un ministre qui travaille, n'a même pas le temps. 1 minute. Vous comprenez ce à quoi est donc réduit le Cameroun. Ils sont dans le qui-vive. Les Momos savent que s'il y a tombe, ça va être très difficile pour eux. Utilisez tous les moyens. C'est une question de temps. Vous allez tomber. Et votre choix sera un regret éternel. Je dis bien, si ici sur la terre des humains, nous on n'aura pas tranché que dans l'autre monde là, dans l'au-delà, que vos séjours soient, vous devez terrasser. Il faut que vous soyez consumés, minute par minute, seconde par seconde, jour après jour, pour le mal que vous avez fait subir au peuple camerounais. Plus jamais de paix. Plus de conscience tranquille pour vous. Parce que lorsqu'on est un serviteur du peuple, on doit écouter ce peuple. Momo, tu ne sers pas le peuple camerounais. Tu es venu te servir. Parce que celui qui sert le peuple camerounais est celui-là qui chaque jour, quand il s'élève, est-ce que ce peuple va bien? Est-ce que ce peuple a l'électricité? Est-ce que ce peuple boit une eau potable? Est-ce que ce peuple peut se soigner véritablement? Oui, voilà celui-là qui est soucié du peuple. Oui, voilà celui-là qui est amoureux du peuple. C'est ça, un homme d'État. Siewe, Wilfried, nous allons utiliser tous les canaux à notre possession pour qu'on te libère. Nous te soutenons, mon frère. La base t'apporte tout leur soutien. Et nous n'allons plus rester silencieux face à ton cas. C'est aussi vrai pour toi comme tous les restes des détenus. Tous les restes des détenus qui subissent la torture, la menace, à cause de leur choix, de leur opinion. Nous vous promettons que nous n'allons pas les rester indifférents face à ce que vous subissez là-bas. À partir de maintenant, votre problème est notre priorité. Chers frères, le 7 septembre est la mobilisation pour Bruxelles. Et cette mobilisation est de dire que nous voulons la libération des détenus prisonniers immédiatement, selon la résolution qui a été votée par les eurodéputés, qui ont demandé une libération. Donc nous prions que l'action politique, après notre mobilisation, puisse accompagner. Sinon, le peuple camerounais comprendra finalement que vous êtes dans une conspiration du silence. Laissez un dictateur grabataire au nom de Paul Biya tuer son peuple. Tuer la démocratie, dont vous faites souvent l'objet d'être les maîtres de la démocratie. Donc le peuple camerounais doit être mobilisé, parce que j'ai dit, la mobilisation est la vérité statistique qui change le rapport de force et qui ajuste certaines réflexions politiques. Donc Bruxelles, quiconque pense qu'il y a encore espoir, quiconque pense à ces détenus qui souffrent, qui sont torturés matin, midi, soir, vous devez vous lever le 7 octobre pour Bruxelles, le 7 septembre, pardon, sur Bruxelles. La base sera là. Personne ne peut nous intimider.
nous serions là. Écoutez, si nous on n'a pas peur de Paul Biya, vous croyez que c'est un humain qui peut nous effrayer? Personne ne peut nous intimider. Je dis bien personne. En tout cas, moi Stéphane Tchoumbou, je serai là-bas à Bruxelles le 7 octobre. Si Paul Biya n'arrive pas à m'effrayer, je ne vois aucun individu. Parce que Paul Biya utilise les moyens de l'État. Et si quelqu'un qui utilise les moyens de l'État n'arrive pas à m'effrayer, ce n'est pas des lugubres individus qui viendront nous effrayer ou bien m'effrayer. Je dis jamais, sinon je ne suis plus homme. C'est de ça qu'il est question. Donc je dis bien, et j'interpelle tous les frères combattants, le 7 septembre, à Bruxelles, comme un seul homme. Car il s'agit de la revendication de la libération des détenus prisonniers et aussi la cessation immédiate de la guerre dans le Nozo. Nous sommes aujourd'hui en train de dénombrer plus de 3500 personnes qui sont décédées depuis 2016 au Cameroun, dans le nord-ouest et le sud-ouest, parce qu'ils ont osé remettre en question la malgouvernance de M. Paul Biya. C'est de ça qu'il est question. Il ne s'agit pas d'une sécession dont les gens sont en train d'amplifier en demandant qu'ils veulent seulement se séparer. Non. Il s'agit d'un problème dont nous savons et nous débattons aujourd'hui. C'est que M. Paul Biya avec ses copains ont pris en otage le Cameroun et les Camerounais. Donc nous demandons d'arrêter cette guerre. Vous aviez plus de 538 000 personnes qui sont déplacées, qui ne vivent plus. Les enfants sont tués. Les jeunes filles, les jeunes garçons, les parents, parce qu'ils sont anglophones. Frères, si vous restez indifférents face à la mort d'un humain, ça veut dire que vous n'aviez plus d'humanité. Et quand vous n'aviez plus d'humanité, ça ne sert à rien de vivre dans la terre de ces humains. On ne peut pas rester indifférent. Une guerre que personne n'en parle. Toute une complicité internationale, alors qu'il y a un massacre qui se vit derrière nous, un génocide. Nos frères sont tués. Parce que M. Paul Biya décide de durer au pouvoir par tous les moyens, même s'il faudra marcher sur tous les Camerounais. Et ça, nous devons lui dire non et non. Mes chers frères, il s'agissait pour moi aujourd'hui de vous interpeller, vous qui vous mobilisez chaque jour pour cette résistance. Je dis encore que ce sont les éléments d'indignation et ce sont les éléments de désobéissance impitoyable face à ces règles et à cette dictature qu'on nous impose au Cameroun de pouvoir s'insurger. Quand on ne sait pas pourquoi on vit sur terre, ça ne sert à rien de continuer de vivre. Il faut savoir pourquoi on se bat. On se bat parce qu'on recherche une justice sociale. On ne se bat pas parce que nous sommes dans une logique de racialisation des ethnies ou bien de la suprématie de certaines ethnies dont on veut nous faire croire aujourd'hui. Non, on se bat parce que nous estimons et nous croyons que le gâteau national et toute la richesse que nous avons est suffisante pour contenir et pour aider les Camerounais à atteindre le bien-être dont ils recherchent. Et quand je parle du bien-être ici, ce n'est pas de demander que tous les Camerounais soient riches, mais c'est que les Camerounais au moins qu'on ait solutionné au moins les besoins fondamentaux. Si un Camerounais n'arrive pas à se loger, n'arrive pas à s'électrifier, n'arrive pas à boire de l'eau potable, n'arrive pas à manger décemment, n'arrive pas à se vêtir, n'arrive pas à s'éduquer, ça veut dire que on a franchi un cap où la condition humaine n'est plus celle qui nous donne encore un regard serein, un regard rassurant. Mais où cette condition humaine est devenue une insulte, une humiliation. C'est pour ça qu'il faut restaurer la fierté camerounaise. Je suis fier d'être Camerounais. Je pense que comme beaucoup d'entre vous, vous êtes fiers d'être Camerounais. C'est pour ça que vous vous battez.
Et je dis très bien que personne ne vous effraie. Continuons dans cette bataille. Parce que c'est un combat noble que vous aviez épousé. Le temps de la peur. Le temps où vous pouvez vous exprimer et on vous embastille, où on vous recherchait est dépassé. C'est un temps où vous avez fait une insurrection. Vous avez fait un dépassement personnel pour souvent affronter ce qui est présenté comme intouchable. Aujourd'hui, par cette force qui vous est donnée par nos ancêtres, par cette force qui nous permet de tenir, je vous demande, peuple camerounais, continuons dans cette mobilisation et continuons dans cette dénonciation et pensons à nos frères qui sont embastillés dans toutes ces prisons. Et le 7 septembre, je nous invite comme un seul homme, au nom de la brigade anti-Sardina, répondez comme un seul homme le 7 septembre pour continuer dans la mobilisation. Seuls les téméraires, seuls les sincères et seuls les cohérents tiendront dans ce combat qui est pour nous un combat salutaire pour la libération du peuple camerounais. Bonsoir, portez-vous bien, bon week-end à vous. C'était un réel plaisir d'avoir ce franc dialogue avec vous les frères, dans le but de vous rassurer. Nous sommes là. Même si vous ne nous voyez pas, nous continuons le combat et nous architecturons toutes les stratégies dans le but de libérer ce pays. Et si décembre, ce monsieur continue, nous allons à la dimension supérieure de ce combat. Bonne soirée.